Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici les grands titres. Après la signature de la déclaration de Doha, les rumeurs enflent, les suspicions se multiplient. Le gouvernement tente de rassurer, pas de panique, le pays n'est pas vendu. Une mise au point a été faite lundi dans la soirée par le gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur et témoin privilégié des discussions de Doha. Drame sur la route nationale numéro 1 à hauteur de Matadi-Kibala, à l'ouest de Kinshasa. Un grave accident de route a coûté la vie à quelques personnes ce mardi matin. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, la colère monte chez les agents de Transco à Kinshasa. Faute de paiement de plusieurs mois de salaire, une grève générale est lancée. Les transports publics perturbés dans la ville. Le développement de ces titres dans un instant sur Congo 26 Télévision, mesdames et messieurs, restez avec nous. L'eau a coulé suffisamment sous le pont au sujet de la déclaration de principe signée par les experts du gouvernement congolais et les terroristes de l'AFC M23. Pour une certaine opinion, plusieurs clauses du document laissent présager la cession ou la vente du pays aux puissances étrangères via le Rwanda. Le vice-premier ministre Chabani a rejeté cette lecture du document qui n'a rien à voir, selon lui, avec la vérité, à se questionner sur le fondement d'une telle initiative qui violerait le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Plus des peurs que des mal, le Congo de Lumumba n'a pas fait l'objet de cessions ou vente d'un centimètre de ses terres à un potentiel acquéreur présent à Doha. L'accord négocié à en croire Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, est axé sur le retour de la paix. Les discussions ont permis plutôt d'identifier l'une des causes de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le Rwanda de Paul Kagame est pointé du doigt comme principal instigateur de l'insécurité au Kivu. Le Congo, cette vaste étendue d'Afrique centrale, garde ses frontières héritées de la colonisation. Dans sa configuration actuelle datant de 1960, la République démocratique du Congo est voisine de l'Angola, du Burundi, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville, du Rwanda, du Sud-Soudan, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la Zambie. Les populations établies sur son sol au 30 juin 1960 sont des Congolais et réputées vaines toute initiative allant dans le sens des ventes ou cessions d'une partie de la République démocratique du Congo. Aux discussions de Doha au Qatar, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a été témoin du gouvernement congolais. Devant la presse mardi à Kinshasa, Jacquemain Chabani est revenu sur certaines clauses de cette déclaration de principe, dont la restauration de l'autorité de l'État. Une procédure qui sera par le redéploiement de l'autorité publique dans les zones occupées par les terroristes du M23 AFC. Suivez Jacquemain Chabani dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwangawe Namoyo. La restauration de l'État se fait à travers la mise en œuvre des attributs du pouvoir public dans les entités. Donc il va falloir, et ça au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de nous y apprêter, il va falloir que nous puissions redéployer l'administration. Vous avez encore en mémoire que nous avons dû prendre des dispositions pour délocaliser les chefs-lieux de nos provinces. Aujourd'hui, Beni fait office de chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ouvira fait office de chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il va falloir redéployer toute cette administration et principalement avec l'attribut de la force publique qui est la police nationale congolaise. Et tout ça doit faire l'objet d'un processus qui va demander à ce que certaines dispositions et mécanismes soient pris. Et il faut implémenter tout cela. Et l'accord de paix va détailler, décliner le processus de la restauration de l'autorité de l'État. Et avec le concours de la médiation, il a été convenu que nous allons nous référer au droit international humanitaire. Et je crois que vous avez suivi que la problématique non seulement des déplacés, parce que lorsque la ville, par exemple, de Goma a été prise, nous avons tous constaté que le camp des déplacés
qui regorgeait de millions ou des milliers de nos compatriotes ont été démantelés. Et ces populations se trouvent aujourd'hui dans des situations vraiment d'insécurité. Mais aussi la problématique des réfugiés qui fait l'objet d'une tripartite pour ce qui concerne la frontière avec le Rwanda, RDC, HCR Rwanda, mais aussi avec les autres pays. Nous avons ce principe-là de tripartite. Donc, le principe qui est retenu, c'est le respect de cette réglementation internationale. Direction la province du Sud Kivu, suite à sa détermination pour le développement de son entité territoriale et pour avoir été favorable aux couleurs humanitaires, le gouverneur de province Jean-Jacques Poroussi Sadiki est sous menace de mort, comme l'atteste ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. A été favorable à l'ouverture d'un couloir humanitaire en faveur des populations touchées par les effets des lagueurs. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, menacé des morts, soupçonné à tort de vouloir faciliter l'infiltration des ennemis dans la ville d'Uvira. Des personnes mal intentionnées, bien identifiées, font circuler des messages audio pleins de mensonges pour intoxiquer la population. En présence du président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorable Feston Kabeza, des honorables députés membres du bureau définitif et du nouveau commandant de la 33e région militaire, le général Mwakumbuluku Daniel, le gouverneur du Sud Kivu a dénoncé les multiples menaces qu'il reçoit depuis déjà quelques jours. Vous avez sûrement entendu que je suis personnellement victime des menaces de mort, 17 menaces de mort en 3 jours. De la part de certains citoyens ici à Uvira qui sont bien identifiés. Et donc ces menaces de mort visent à nous intimider pour nous empêcher de faire correctement le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire assurer la protection de la population civile, contribuer à la reconstruction et au développement de notre province. Mais n'empêche, nous avons le soutien. Et donc ici, l'équipe est venue nous exprimer le soutien des uns et des autres, qu'elle soit de l'Assemblée provinciale, qu'elle soit de mon vice-gouverneur, qu'elle soit de notre commandant de l'armée nouvellement installé. Parlant du couloir humanitaire et de cette cargaison qu'il faut acheminer à Uvira, le gouverneur a précisé qu'il s'agit de médicaments, vivres et équipements tirés du stock stratégique qui est gardé dans chaque chef-lieu des provinces. Pour lui, même les patriotes Ouazalendo qui sont blessés au front ont besoin de ces médicaments pour être soignés. Le couloir humanitaire, c'est une obligation que nous avons. Chaque province a des stocks stratégiques, c'est-à-dire la communauté humanitaire internationale détient des stocks stratégiques. Ces stocks sont gardés dans la capitale de chaque province, c'est-à-dire dans la ville principale de la province. Pour le Sud Kivu, le stock des médicaments, des nourritures, des ordinateurs, des engins, enfin des équipements, pour les 8 territoires de la ville de Bukavu, c'est gardé à Bukavu. Alors, nous sommes ici à Uvira, nous ne sommes pas à Bukavu. Bukavu est occupé par l'ennemi. Est-ce qu'on doit laisser ce stock là-bas alors que la population ici manque de médicaments? Il faut savoir que 90% des centres de santé des hôpitaux d'Uvira, Fizi et Mwenga manquent de médicaments, tout simplement à cause de la guerre. Et nous avons travaillé, nous avons discuté avec le chef de l'État, nous avons discuté avec la première ministre, la ministre des Affaires sociales, l'ensemble du gouvernement national, mais aussi les acteurs humanitaires pour que l'aide humanitaire puisse aussi parvenir à Uvira. Tout en remerciant le président de la République, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met tous les moyens à la disposition de nos forces armées. Le transport urbain est paralysé dans la ville de Kinshasa. Le bus de la société publique Transco sont quasi absents sur les artères ce mardi 22 juillet 2025, conséquence directe d'un mouvement massif de grève déclenché par les agents en colère à cause de plusieurs mois de salaires impayés. Au cœur de la crise, au profond malaise social qui couvre depuis l'installation du comité de gestion intérimaire dirigé par messieurs Sylvestre Bilambo, selon les agents rencontrés devant les dépôts de stations à l'arrêt, la situation financière du personnel est devenue instable. Pourtant, le gouvernement avait débloqué une enveloppe exceptionnelle de 31 milliards de francs congolais pour soutenir la société. Cette subvention, répartie en tranches trimestrielles de 6 milliards, devait être strictement affectée à la rémunération du personnel selon leur grade et leur ancienneté. Le mouvement de grève, largement suivi, paralyse
non seulement les services des transports, mais soulève également des questions de gouvernance et de transparence au sein des Transco. Face à cette situation critique, les syndicats appellent à l'intervention urgente des autorités compétentes. Une enquête sur la gestion de fonds alloués à Transco est vivement réclamée, tout comme de mesures immédiates pour apaiser la tension sociale et relancer les activités de l'entreprise. Un accident mortel s'est produit ce mardi tôt le matin sur la route nationale numéro 1 au niveau du marché Matadi-Kibala dans la municipalité Mongafula à l'ouest de Kinshasa. Le drame a impliqué un camion Ben chargé de caillasse qui a terminé sa course sur plusieurs petits véhicules stationnés et en circulation dans cette zone très fréquentée, faisant un bilan provisoire de 4 morts et plusieurs blessés. Selon des témoignages, l'impact a été d'une violence extrême, provoquant la mort de plusieurs personnes et faisant de nombreux blessés graves. 4 corps sans vie ont été retrouvés étalés à même les sols, confirmant la gravité de la tragédie en absence des autorités officielles sur les lieux au moment du constat. Les bilans restent provisoires et pourraient s'alourdir dans les heures qui suivent. Les secours alertés par la population ont mis du temps à intervenir, soulignant une fois de plus les faiblesses du dispositif d'urgence dans certaines parties de la capitale. Cet accident relance les débats sur la sécurité routière, la régulation du trafic des poids lourds à Kinshasa et les contrôles techniques des véhicules, particulièrement dans les zones à forte densité comme Matadi-Kibala. Dans le cadre de la mission officielle qu'il a conduite en République populaire de Chine, le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, a effectué une visite technique au port international de Qingdao, situé dans la province de Shandong. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et de l'adoption des meilleures pratiques en matière de logistique multimodale. Ces ponts maritimes implantés sur les rives de la mer Jaune est reconnu comme l'un des plus avancés au monde. Il est surnommé pont intelligent ou encore pont automatisé en raison de l'intégration complète de la robotique dans ses opérations. Les activités des chargements et des déchargements de conteneurs y sont entièrement assurées par des automates programmables éliminant presque toute l'intervention humaine. L'unique rôle de l'homme dans ces systèmes demeure la conduite de poids lourds pour l'évacuation de conteneurs hors du port. Impressionné par cette prouesse technologique alliant robotique et télématique, le directeur général William Kazumba et les membres de sa délégation ont souligné l'intérêt stratégique d'un tel modèle pour la République démocratique du Congo. Et dans le cadre de l'ouverture prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République sur le plan de la coopération économique, et compte tenu de l'importance du volume de flux commerciaux qu'entretient le Congo avec la République populaire de la Chine. C'est un forum qui sera aussi suivi par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, parce que c'est un forum d'une grande importance dans le cadre de la coopération. Et dès que l'OGFREM aura son invitation, avec sous l'encadrement de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'OGFREM verra dans quelle mesure on peut aussi associer les membres de l'AFEC pour qu'on voie dans quelle mesure eux aussi puissent participer à ces forums qui s'avèrent d'une grande importance dans le cadre de la coopération économique. Et voilà. Une invention qu'il envisage d'introduire dans le pays conformément à la politique de transfert de technologie prônée par le gouvernement congolais. 24 heures après un braquage dans sa base de Kisangani dans la province de la Chopo, Médecins sans frontières a décidé de suspendre temporairement toutes ses activités dans ce coin du pays. Cette suspension d'activité est de 48 heures selon une communication faite sur le compte X de cette organisation de secours médical. MSF exprime son indignation et alerte les autorités sur la gravité de cette attaque ciblant une base bien identifiée. C'est une décision prise en vue de constater et de réparer ces matériels sabotés et détruits par un groupe de criminels. Cette suspension d'activité de 48 heures, selon un communiqué publié par cette organisation d'urgence médicale. Dans ces documents, elle exprime son indignation et alerte les autorités sur la gravité de cette attaque, ciblant une de base suffisamment identifiée.
Le bilan définitif du braquage n'a pas été évoqué. Cependant, Médecins sans frontières souligne que plusieurs biens matériels ont été volés, dont les ordinateurs et des téléphones portables. L'organisation s'est dit inquiète face à cet acte ciblant son personnel et ses infrastructures. Signalons que dans cette partie du pays, le bureau du MSF contrôle les zones de santé de la Tiopo, Bas et Otuele, toutes touchées par des épidémies. Dans sa communication, Médecins sans frontières signale que cette suspension prend fin ce mercredi 23 juillet 2025. Depuis quelques jours, une publication virale circule sur les réseaux sociaux émanant d'une prétendue source anonyme se faisant appeler l'œil du patriote. Ce document accuse plusieurs personnalités congolaises, dont le député Théophile Mirindi Mabamungu Nakalongue, d'entretenir de liens avec les terroristes du M23 AFC et leurs soutiens étrangers. Cette campagne de diffamation viserait à affaiblir les voix politiques fortes du Sud Kivu en pleine résurgence de l'insécurité dans la région. Visé par une campagne de SAP, le député provincial du Sud Kivu, Théophile Mirindi, est surpris de ces montages malveillants, loin de ressembler à une enquête crédible. En y associant les noms de Théophile Mirindi, les auteurs de cette initiative nocive cherchent visiblement à discréditer une figure politique bien connue pour sa proximité avec la population et son engagement en faveur de la République. Pour les concernés, il s'agit d'une campagne de haine orchestrée par ceux qui craignent l'unité du Sud Kivusien, leur courage et leur foi à l'avenir de la République démocratique du Congo. Théophile Mirindi dénonce une tentative délibérée de nuire à sa réputation en le présentant comme un traître qui a réussi à infiltrer le groupe de résistance Wazalendo. Des accusations qu'il qualifie de mensongères et dangereuses pour la stabilité politique locale. Figure exemplaire du paysage politique congolais, Théophile Mirindi a pour appui le peuple qu'en retour, il soutient moralement et matériellement aux côtés des institutions légitimes de la République. Pour lui, les écrits qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont qu'un tissu de mensonges destinés à s'aimer la confusion et fragiliser l'engagement commun. Originaire des Kalongue et élu à 2 reprises député provincial par sa communauté, Théophile Mirindi est considéré comme une figure politique enracinée dans sa base. Lors de la chute des Bukavu aux mains du M23 AFC, loin de se dérober, il a choisi de se rapprocher de sa circonscription pour rester à l'écoute de ses concitoyens. D'où l'urgence de souligner que la campagne de diffamation en cours vise à affaiblir le voix politique forte du Sud Kivu en pleine résurgence de l'insécurité dans la région. Une stratégie de déstabilisation de nature à renforcer la crédibilité de cet élu du peuple déterminé à servir la population. Et pour finir, sport, football, le sélectionneur principal des Léopards nationaux, Otis Ngoma, a dévoilé la liste officielle de 26 joueurs qui représenteront la République démocratique du Congo au CHAN édition 2024, prévue conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette sélection met en avant les talents en pleine ascension au pays, repartis entre gardiens, défenseurs, milieu de terrain et attaquants. Le public congolais espère voir cette génération briller sur la scène continentale et porter très haut les couleurs du football de la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres si vous nous avez pris en cours de diffusion. Après la signature de la déclaration de Doha, les rumeurs enflent, les suspicions se multiplient. Le gouvernement tente de rassurer, pas de panique, le pays n'est pas vendu. Une mise au point a été faite lundi dans la soirée par le gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur et témoin privilégié des discussions de Doha. Drame sur la route nationale à hauteur de Matadi-Kibala à l'ouest de Kinshasa. Un grave accident de route a coûté la vie à quelques personnes ce mardi. Nous en avons parlé dans ce journal. Et puis la colère monte, c'est les agents Transco à Kinshasa, faute de paiement de plusieurs mois de salaire. Une grève générale est lancée, les transports publics perturbés dans la ville. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.